Agissons pour demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Agissons pour demain. Bonjour Isabelle Dupont-Zamperini. Bonjour. Nous sommes en février, juste avant les vacances, juste avant relâche ici à Genève et on va s'intéresser justement à quelque chose et c'est plutôt de circonstance aujourd'hui. On a un peu de soleil, on va parler notamment d'énergie solaire. Oui. Voilà. Alors, je ne sais pas si le soleil qu'on a aujourd'hui suffira à alimenter quoi que ce soit, mais en tous les cas, on va en parler. C'est un sujet passionnant. On va aussi parler financement participatif, hockey sur glace, avec une jolie rencontre qui aura lieu, si je ne dis pas de bêtises, mardi. Oui, Voilà. oui, il y en a déjà une jolie ce soir. Voilà, exactement. Donc du hockey, de l'énergie solaire, du financement participatif au menu de cette émission jusqu'à 15h en direct sur Radiolac, avec une question qui va vous permettre justement de repartir avec un joli cadeau. Combien de gigawattheures le canton de Genève va produire à l'horizon 2030 ? C'est la question qu'on vous pose cette semaine et vous avez toute l'émission pour y répondre. 150, 250 ou 350 gigawattheures, 079 91 8 3000. C'est le numéro WhatsApp de Radiolac pour nous envoyer votre réponse dès maintenant et vous pouvez gagner donc, je le disais, 2 invitations pour le match et pas n'importe lequel, le match de la finale de Champions Hockey League, avec l'accent ce serait beaucoup mieux, ce sera mardi soir au Vernet. Vous y serez peut-être Isabelle ? Non, Bon, malheureusement. Les billets sont partis en 3 minutes. Oui, c'est ça, donc Ouais. il vous manque les billets si j'ai bien compris. Ouais, puis je peux pas jouer, j'ai pas le droit. Bah voilà, donc ça va être compliqué. En tous les cas, pour vous, ce sera possible. Les invitations à gagner, il suffit de jouer dès maintenant. 079 91 8 3000. On se retrouve pour la première partie de cette émission dans un instant. Agissons pour demain sur Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Agissons pour demain, c'est votre émission mensuelle avec SIG. On s'intéresse notamment aujourd'hui à la question de l'énergie solaire. Voilà un sujet absolument passionnant et nous accueillons pour cela Christian Brunier. Bonjour Christian Brunier. Bonjour. Directeur général de SIG. Nous allons donc parler d'énergie photovoltaïque avec vous. Et cette question pour nos auditeurs, qu'on rappelle, question qui va vous permettre de remporter des invitations pour ce match qui aura lieu ce mardi, Champions Hockey League au Vernet. Vous irez bien sûr supporter le GSHC. Combien de gigawattheures le canton de Genève va produire à l'horizon 2030 ? 3 propositions, 150, 250 ou 350 gigawattheures. Vous répondez sur le WhatsApp de Radiolac 079 91 8 3000. Christian Brunier, vous êtes donc le directeur de SIG. J'ai entendu dire que Genève était un peu en retard en ce qui concerne le développement du solaire photovoltaïque. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Alors Genève a été très en retard durant des décennies, tout le début du solaire quasiment, parce qu'on avait ciblé sur un prix de rachat élevé en disant si on rachète l'énergie de manière assez chère, les gens vont produire. On avait juste oublié un truc, c'est qu'on a une population de locataires, 80% de la population locataire, et c'est des gens qui ne peuvent pas placer des panneaux solaires sur leur toit. Donc on a revu les choses, et maintenant on est vraiment en accélération. Ces 4 dernières années, on a doublé le solaire à Genève, donc on rattrape un peu le retard. Aujourd'hui, on a passé de 62 à 120 gigawattheures. Je donne presque la réponse. Il y a un petit indice. Il y a un indice. Et on a vraiment des courbes de progression énormes pour atteindre l'objectif 2030. Et cet objectif, il est très ambitieux, mais nous sommes sur la bonne voie. SIG fait son boulot, mais surtout le privé. Le privé est en train de vraiment développer le solaire à Genève, et c'est une bonne chose, parce que c'est une source d'énergie locale, renouvelable, et qui peut faire du bien à la planète, bien sûr, mais qui peut faire du bien au porte-monnaie aussi de nos clients et de nos clientes. Donc, je les incite vraiment à développer le solaire au maximum. Développer le solaire, ça se fait pas sans une politique volontariste, par là des aides. Alors, quelles sont les aides pour les personnes qui souhaitent installer des panneaux solaires photovoltaïques ? Alors, nous avons des subventions, premièrement, un système de subventionnement de Berne, notamment, des subventions fédérales. Nous avons la prime solaire que nous allons abandonner, mais pour le moment, c'était une incitation de démarrage, je dirais. Nous avons le rachat de l'énergie qui est à haut niveau. On est plutôt parmi les villes, les cantons qui rachetons l'énergie le plus cher. Donc le surplus, les gens autoconsomment leur production, mais nous, bien sûr, le surplus, on le rachète. Et puis surtout, on a des programmes qui aident les gens. Parce que l'argent, c'est un des facteurs d'encouragement. Mais on a vu que ce n'est pas celui qui fonctionnait le mieux. D'ailleurs, quand on avait la prime la plus chère de rachat de Suisse, on avait la production solaire la plus faible. Donc, il n'y avait pas une corrélation du tout.
Et on a vu que c'était incitatif. Bien sûr, il faut racheter à un prix convenable, mais surtout, il faut aider les gens. Les gens, ce ne sont pas des professionnels du solaire. Et ils ont envie qu'on les conseille sur les plateformes qu'ils doivent utiliser pour aller chercher des subventions, pour aller chercher des producteurs de panneaux, pour avoir des installateurs sérieux, etc. Donc, on les accompagne et l'accompagnement permet vraiment de développer ceci. Chacun fait son métier, en quelque sorte. Et puis, ces aides, c'est incitatif. Il y a de l'accompagnement qui est fait, parce que c'est vrai que c'est pas toujours tout simple de trouver le bon installateur, de trouver le bon endroit pour aller chercher les subventions. Pourquoi est-ce que SIG met un terme à la fin de cette année, fin 2024, et met un terme à cette prime solaire SIG? Alors, la prime solaire, c'était pour dégager une dynamique. On a investi 2 millions pour aider, en plus des subventions fédérales. Et ça a marché, parce qu'on a généré un millier de projets à peu près. On voit qu'aujourd'hui, il y a une volonté de faire du solaire. On voit que c'est rentable, même sans la prime solaire. Donc, notre incitation, elle est plus placée au bon endroit. Donc, ces 2 millions qu'on avait utilisés pour la prime solaire, on va les utiliser pour faire de la production solaire directe. Mais en fait, les gens arrivent à avoir un système de financement suffisant, ont une rentabilité rapide, ont un retour sur investissement très rapide, ont un retour écologique aussi rapide, parce qu'il y a des gens qui ne mettaient pas de panneaux solaires, parce que la facture, le bilan carbone d'un panneau solaire était élevé à une époque. Il fallait quasiment une durée de vie complète avec peu d'incidents pour qu'il y ait un bilan écologique et un bilan économique satisfaisant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En 3-4 ans, on a déjà amorti les panneaux, et au niveau de l'empreinte écologique, elle est déjà amortie. Donc là, il y a une vraie dynamique. Donc notre prime solaire, ce n'est plus une priorité. Et mieux vaut investir ces 2 millions ailleurs. Vous en tirez quand même un bilan positif de cette prime solaire. Alors bien sûr, c'était pour, je dirais, faire démarrer le marché, inciter à une époque aussi où, par exemple, c'est une complémentarité entre l'Office cantonal de l'énergie, l'Office fédéral de l'énergie, SIG, les privés, les électriciens, et l'écosystème n'était pas prêt. Donc aujourd'hui, on voit que l'écosystème est prêt, les électriciens savent quasiment tous placer des panneaux, on a des panneaux qui viennent facilement, etc. À une époque, c'était compliqué de faire du solaire. Aujourd'hui, c'est de plus en plus simple, et tant mieux. Et tant mieux, ça sera le mot de la fin. Tant mieux qu'un tel système se développe avec l'aide de SIG, bien évidemment. On va faire une pause. On va vous retrouver dans quelques instants, Christian Brunier, pour continuer à parler énergie photovoltaïque. Ce sera dans un instant sur Radio Lac. Agissons pour demain, le magazine du développement durable de Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Et juste avant les vacances, on se retrouve pour ce numéro de février avec vous, Isabelle Dupont-Zamperini, et un invité avec qui nous évoquons notamment l'énergie solaire aujourd'hui. Oui, Christian Brunier, directeur général des SIG. Alors, le solaire photovoltaïque, vous l'avez dit, c'était un peu compliqué. Maintenant, on a des panneaux qui ont des sacrés rendements. Ça devient beaucoup plus performant. On n'en est plus au début. Ça s'est sérieusement amélioré, les rendements? Énormément, et d'ailleurs mes équipes chaque fois me disent on va pas faire la centrale tout de suite parce que dans 3 mois il y a un nouveau modèle, puis je leur dis arrêtons parce qu'on va jamais les placer, parce qu'il y a quasiment tous les 3-6 mois, je dirais tous les 6 mois il y a le nouveau modèle qui est plus performant, donc à un moment donné il faut les poser et on améliore. En plus, comme on a un retour sur investissement et une empreinte écologique rapide, à la rigueur on peut maintenant se permettre de reconvertir une centrale avant la totalité de la fin de vie. Il faut vraiment calculer le bilan carbone, attention, mais ça vaut vraiment la peine. Donc vraiment, on peut mettre des panneaux solaires presque partout. Choisissons encore les meilleurs terrains. Si vous avez une façade sud et une façade nord, privilégiez la façade sud. Mais partout, on peut produire, il faut produire. C'est quand même une priorité, c'est de l'énergie locale, on maîtrise les prix, et on maîtrise notre indépendance énergétique, et c'est mieux de dépendre de sa propre production que de dépendre, je sais pas, des amis de Poutine ou de l'OPEP. Donc vraiment, il faut qu'on développe ceci avec une priorité, c'est les économies d'énergie. D'abord, on économise l'énergie, on l'utilise d'une manière rationnelle, efficace. Ensuite, il faut produire du renouvelable, et le solaire en fait partie. On n'a pas des milliers de sources de production à Genève, Donc on a des barrages, on a des centrales solaires. Si on peut placer des éoliennes, il y en aura une petite dizaine à tout casser, parce qu'on a un milieu urbain, on a un aéroport, donc ça va être très très compliqué. Donc il faut vraiment qu'on utilise ceci pour le solaire en priorité, je dirais, pour produire du renouvelable à Genève. Un spécialiste du solaire me disait, nous, ce qu'on recommande lorsqu'on installe des panneaux solaires sur une villa, par exemple, c'est d'en mettre un maximum, parce que de toute façon, il y a des coûts fixes, donc autant mettre le paquet. Alors, bien sûr, c'est un bon conseil. Il y a quelques exceptions.
de nouveau la face nord avec un immeuble qui vous cache le soleil, et là, il faut peut-être éviter, ça ne vaut pas la peine. De nouveau, si des gens ont de l'argent, ils peuvent l'investir dans des choses qui vont produire beaucoup plus. Donc vraiment, mais c'est vrai que le but, c'est de densifier au maximum le solaire. On a maintenant un système d'autorisation aussi beaucoup plus facile qu'avant. Donc il faut y aller. On a besoin d'énergie propre. Et là, on a un potentiel qui est encore inutilisé. Regardez les toits à Genève. Il y a encore beaucoup de toits qui sont vraiment pas utilisés. Donc, on a du potentiel. Justement, parlons des toits. C'est pas évident de trouver des toits qui peuvent accueillir des panneaux solaires. Quand vous allez au centre-ville, c'est les anciens immeubles, ça devient compliqué de poser des panneaux solaires là sur leur toit. Alors, oui, mais c'est souvent l'excuse pour ne rien faire. C'est-à-dire que dans la cartographie solaire, il y a 2% de toits qui seraient protégés pour des questions de patrimoine. Donc on parle beaucoup de ces 2%, on ne peut pas placer des panneaux solaires. Il reste 98%, on peut placer des panneaux solaires. Donc il faut vraiment y aller. Les excuses pour ne rien faire, ça doit être périmé. Maintenant, on a une urgence climatique, il faut qu'on agisse fort, rapidement. Et les panneaux solaires, ils sont disponibles. Donc il faut qu'on fonce là. Alors moi, j'installe des panneaux solaires, j'autoconsomme mon électricité, le surplus, je le réinjecte dans le réseau électrique. Et si vous rachetez en fait cette électricité produite par des indépendants, par des ménages? Bien sûr, nous avons l'obligation légale de racheter toute énergie qui est produite à Genève en surplus. Et on l'achète à un prix tout à fait compétitif. Alors ça dépend des segments et des modes de production, mais on est dans les 17 centimes, donc c'est un prix quand même tout à fait parmi les meilleurs de Suisse, quoi. On n'est plus les meilleurs, mais on est parmi les meilleurs de Suisse. Puis quand les tarifs d'électricité augmentent, cette rétribution, vous l'augmentez aussi? On l'augmente en pourcentage, en proportionnalité. Tout à fait. C'est le juste prix, hein, c'est évident. Et ce rachat, il peut être considéré comme un revenu complémentaire pour le producteur, donc pour un éventuel particulier? Alors, les gens, qu'ils soient une entreprise immobilière ou des propriétaires, produisent avant tout pour leur propre consommation. On sent que c'est vraiment la priorité, et tant mieux. Par contre, le surplus, on le rachète. Puis de temps en temps, il y a des entreprises. Moi, j'ai eu un cas dernièrement qui m'a dit, moi, j'ai un beau toit, mais je n'ai pas actuellement de liquidité pour développer une centrale solaire. Eh bien, on a trouvé un partenariat où, en fait, il nous prête son toit et nous, on produit de l'électricité. Alors, c'est clair que c'est la nôtre, mais il avait envie de contribuer à la planète et il n'avait pas les moyens de le faire. Donc, il consomme une partie de cette production, puis autrement, c'est sur notre réseau. Mais moi, si je touche une rétribution parce que je vous vends de l'électricité, je devrais mettre ça dans ma déclaration d'impôt. Alors, l'État a décidé de fiscaliser ses revenus. Hein. C'est un revenu comme un autre. Mais même avec la fiscalisation, ça reste des investissements intéressants. Donc, le modèle financier, il tient la route. J'étais l'autre fois chez des gens qui étaient peu écolos. Je donnais une conférence et il y a des gens qui ont levé la main. Je me disais, là, ils vont m'attaquer pas mal. Et à vrai dire, ils étaient en soutien total. Et parce que les gens ont quand même envie de faire du bien à la planète, même si ce ne sont pas des écologistes convaincus. Et puis deuxièmement, parce que c'était une forte rentabilité. Et des gens disaient, c'est un placement aussi, à un moment donné. On améliore notre patrimoine urbain, mais en plus, on fait du bien à la planète et en plus, on gagne de l'argent. Donc ça vaut vraiment de la peine. Pierre, on n'arrête pas le progrès. Vous avez installé récemment sur le site SIG du Lignon des panneaux solaires, non pas sur des toits qui sont déjà équipés, mais en façade. C'est des panneaux solaires de façade. Alors, on l'a fait sur des cheminées, on l'a fait sur des bâtiments techniques. C'est un peu de la recherche et développement, mais on voit que c'est possible, que ça commence à être rentable. Là, il faut faire des choix. C'est-à-dire que si vous avez une façade et un toit bien exposés, ça vaut certainement plus la peine, si vous avez des moyens financiers limités, de mettre sur le toit bien exposé au soleil plutôt que sur les façades. Mais il faut vraiment faire les calculs. L'idéal, c'est de faire tout. Mais en fonction de la contribution financière des gens, la capacité financière, bien sûr, les gens, ils n'arrivent pas à tout faire d'un seul coup. Donc là, on peut choisir le meilleur plan, mais les façades commencent à venir vraiment exploitables. Et par exemple, on vient de gagner, mais c'est un mandat d'étude, pour mettre des murs anti-bruit avec des façades solaires au bord de l'autoroute. C'est l'Office fédéral des routes qui nous a donné cette mission. C'était un concours, on a gagné le concours. Concours pour faire l'étude. Après, on verra si on peut développer le projet et l'exploiter. Mais là, on pourrait concilier protection du bruit et production d'énergie solaire. Alors bon, on parle de développement solaire. Il commence à y avoir un engouement. Depuis la fin du Covid, tout le monde se lance. Mais la production actuelle, c'est 120 gigawattheures à Genève. La consommation, elle est de plus de 2500 gigawattheures. Ça ne va pas donner de l'électricité à tout Genève, ces panneaux solaires. Alors, on a un développement très rapide, très fort. On pense tenir l'objectif. Donc, d'ici 2030... Faut pas le donner, on multiplie par 3, à peu près. Donc là, il y a un petit calcul à faire. Donc, on multiplie par 3 et
à terme, c'est environ 15 à 20% de la consommation qu'on arriverait à couvrir avec le solaire. Rien qu'avec le solaire. Rien qu'avec solaire. Bien sûr, il faut avoir une politique dynamique, il faut que tout le monde s'y mette, les privés, les publics, mais aujourd'hui, vraiment, tout le monde s'y met. Il y a des obligations, même sur les nouveaux immeubles, de construire des centrales solaires, et ça vaut de nouveau la peine, quoi. C'est un bon investissement, tant au niveau écologique qu'au niveau économique. Donc, on va atteindre ces objectifs, mais 15 à 20%, c'est pas mal. C'est pas mal. D'autant plus qu'on va, comme vous l'avez dit, consommer de plus en plus d'électricité avec l'électromobilité, mais qui sera bénéfique puisqu'on polluera un peu moins avec du fossile. Et puis aussi avec les pompes à chaleur, parce qu'on voit avec l'eau du lac, on peut grouper avec une pompe à chaleur renouvelable, produire de la chaleur. Et là, de nouveau, ça vaut la peine plutôt qu'être dépendant de pays étrangers peu recommandables. On ne compte pas sur une solution, mais sur un ensemble de solutions, ça, on l'a bien compris. Et une question qui revient souvent du grand public concernant ces panneaux solaires, est-ce qu'ils viennent tous d'Asie? Parce que c'est vrai que l'origine aujourd'hui des produits compte beaucoup pour une partie de la population, en tous les cas. Est-ce que ces panneaux sont toujours produits en Asie? Alors oui, malheureusement, la plupart viennent de Chine. On a abandonné notre savoir industriel. Je crois que ce n'est pas qu'en matière de panneaux solaires. Les usines du monde sont plutôt dans les pays asiatiques. On voit, même en période de Covid, on a de la peine à fournir aux médicaments parce qu'on n'avait plus les bases même, alors qu'on est le pays de la recherche pharmaceutique. Donc là, au niveau des panneaux solaires, c'est vrai qu'elles viennent de Chine. Des fois, il y a des marques européennes, il faut faire même très attention, parce que des fois, c'est juste de l'assemblage. La dernière fois, on a trouvé des panneaux allemands, où en fait, c'était des panneaux chinois qui étaient assemblés en Allemagne. Donc il faut voir la traçabilité. On aimerait bien avoir des filières européennes. Mais attention, parce que les gens, ils veulent tous des produits européens, mais ils ne veulent pas payer. Donc, à un moment donné, c'est clair que le prix d'un salaire d'une personne chinoise avec le prix d'un salaire européen, ce n'est pas tout à fait les mêmes prix. Mais c'est des vraies questions politiques qu'il faut se poser, c'est-à-dire de pouvoir consommer un peu localement. Et les panneaux solaires doivent être produits en Europe dans les meilleurs délais. Mais là, c'est des décisions politiques qui échappent à SIG. En tous les cas, on a raison d'avoir envie que les choses changent aussi à ce niveau-là. Merci beaucoup, Christian Brunier. On vous laisse aller profiter un petit peu du soleil. Non, j'ai malheureusement d'autres choses à faire. J'imagine bien, mais peut-être le temps d'un petit parcours. Merci en tous les cas pour votre participation à cette émission. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de cette émission en direct sur Radio Lac avec Jean-Marc Zragen. On va parler de financement participatif. Ça, c'est un sujet qui revient assez régulièrement dans l'émission. On sait le talon de SIG pour soutenir justement des projets locaux. On va en parler dans quelques instants sur Radio Lac. Agissons pour demain sur Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Et nous nous retrouvons dans Agissons pour demain, le magazine du développement durable de SIG. Chaque mois, bien évidemment, à retrouver sur Radio Lac. Nous avons parlé d'énergie photovoltaïque il y a quelques instants. J'en profite d'ailleurs pour rappeler cette question qui vous permet de repartir avec les précieux sésames, les précieux billets pour cette rencontre qui aura lieu mardi soir du côté des Vernets. Vous voyez forcément de quoi je veux parler. Il s'agit d'aller encourager le GSHC en Champions Hockey League. Une question vous permet donc de repartir avec les 2 derniers billets pour cette rencontre. Combien de gigawattheures le canton de Genève va produire à l'horizon 2030? 3 propositions pour vous aider un peu. 150, 250 ou 350 gigawattheures. Si vous avez écouté cette émission depuis le début, vous avez quelques indices. En tous les cas, on vous a donné matière à réfléchir, peut-être même à calculer. Des invités qui nous rejoignent dans ce studio. Il y a un nouvel invité qui vient d'arriver, Isabelle. Jean-Marc Zragen, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la plateforme Impact à SIG. En quelques mots, c'est quoi Impact ? Alors Impact, c'est une plateforme de financement participatif que SIG met à disposition des porteurs et porteuses de projets genevoises qui ont un projet qui permet d'avoir un impact positif sur l'environnement. Et on les soutient via cette plateforme. Alors moi, j'aimerais installer une pompe à chaleur chez moi. Je peux déposer mon projet sur la plateforme Impact ? Alors bravo pour l'initiative Isabelle, mais non, c'est que pour les entités morales en fait, réseaux individuels, associations, coopératives ou PME. Par exemple, on a pas mal de projets qui sont plutôt dans les catégories start-up ou projets d'association qui viennent sur la plateforme. Par exemple, on a une petite poubelle verte, par exemple, qui est très écologique, qui permet de faire le vide en fait, pour le compost et qui évite les moucherons, etc. Donc, ils sont venus aussi pour tester le marché, parce que ce n'est pas que pour rechercher de l'argent, une campagne. On peut aussi tester son marché et créer sa communauté qui va ensuite être, quelque part, les premiers ambassadeurs du projet.
Ça, c'est un exemple. On a aussi Et un très bon exemple, puisque je crois que ce même projet était jusqu'à la télévision, justement, pour se faire connaître. Hein. Absolument. Alors, Voilà. c'était Mint à l'époque. Maintenant, c'est Claude qui sont passés M6 et qui ont reçu le soutien. Ils ont reçu 200 000 euros de soutien de la part de 2 investisseurs. Il y a Parker, le basketteur, et puis une dame dont je ne me souviens pas le nom. Donc, c'est des projets qui sont passés sur Impact. Ils ont testé le marché. Ça a marché. Ils ont, quelque part, à la fin de la campagne, pour donner cet exemple-là, ils avaient prévendu 1000 poubelles alors qu'ils n'en avaient pas fabriqué une seule, si ce n'est le prototype. Donc, ils ont vu que ça marchait au prix qu'ils proposaient. Ensuite, ils ont reçu l'argent, ils ont fabriqué, et maintenant, ils continuent à les vendre. Donc c'est dire si vous avez eu le nez creux du côté de la plateforme, finalement. Alors, on a plein de projets qui arrivent. On a aussi des projets qui sont installés, comme une épicerie, par exemple, éco-responsable, qui cherche à mettre en service un site de vente en ligne, qu'on va aider aussi. Il y a des startups qui font de l'upcycling, qui reprennent des bâches pour en faire des vêtements. On a aussi des PME, quelques-unes, pas beaucoup. Un boulanger ou un fleuriste, par exemple, qui change son éclairage et qui propose des contreparties en échange Justement. gustatives et sympathiques. Alors, ça se passe comment le boulanger souhaite changer son éclairage, il a besoin d'un financement, il vient vous voir, et puis après, comment ça se déroule? Alors nous, on a quelques critères de sélection. Il faut qu'effectivement l'entité soit à Genève, le projet a un impact positif sur l'environnement, et puis on va quand même qualifier le projet pour être sûr qu'il soit bien là, bien installé, qu'il donne vraiment des résultats ensuite. Et puis on le valide, on a un comité de validation, et ensuite on va l'accompagner pour préparer sa campagne. Parce qu'une campagne, c'est 4 semaines, 4 semaines de travail assez intense parce qu'il faut vraiment aller chercher ces contributions. Donc il faut communiquer H24 sur le pont pendant 4 semaines. Et puis, il faut préparer des contreparties qu'on va proposer, il faut communiquer. Donc, on les prépare. C'est un peu comme un marathon. On les prépare avant, on les suit pendant la course, et puis on débriefe à la fin de la campagne. Donc, des contreparties pour une boulangerie, ce serait, je sais pas, du pain tous les matins pendant une semaine, si j'allais donner de l'argent? Alors, ce qui est génial avec ce genre de campagne, c'est qu'en fait, il n'y a pas de limite à la créativité qu'on peut proposer dans les contreparties. En l'occurrence, pour le boulanger, il y avait des classiques, pain surprise, café croissant, etc. Et il y avait aussi une proposition, c'est de venir faire une tresse à 4 heures du matin avec eux dans la boulangerie. 4 heures du matin. Alors, on sera là pour C'est la vos manger le horaires. matin, mais oui, effectivement, ça pourrait être mes horaires, ça, à 4 heures du matin. C'est sympa, en tous les cas, on sent la diversité de projets qui sont présentés sur Impact. La question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que vous lancez des projets? Est-ce que vous les financez? Est-ce que c'est une réussite, Impact? Alors, ça fait 6 ans qu'on a lancé la plateforme. Aujourd'hui, on a publié 67 projets. Il y en a 60 qui ont obtenu l'argent en fait, qu'ils venaient chercher. Donc, on a un taux de réussite de 90%, ce qui est très élevé par rapport à la moyenne des autres plateformes. Mais pourquoi? Parce qu'on a un peu moins de projets et qu'on les chouchoute bien. Nous, on les accompagne. On a une experte en communication qui accompagne les projets pour les préparer. Et ça, c'est vraiment l'élément qui fait que le taux de succès il est très élevé. On a collecté 1,6 million de francs depuis qu'on a commencé via plus de 8000 personnes qui ont en tout cas une fois contribué à un projet sur Impact. Alors, l'adresse d'Impact, c'est www.sig-impact.ch. Et actuellement, qu'est-ce qu'on trouve sur la plateforme Impact? Un magnifique projet qui est en cours, justement une campagne qui est en cours, c'est le projet Foodidoo. Donc c'est 2 charmantes personnes qui ont eu l'idée de lancer des produits, en fait, de la nourriture pour les animaux de compagnie, chats ou chiens par exemple, exclusivement basés en fait sur des produits locaux. Donc c'est des produits majoritairement suisses, mais en tout cas sans additifs ni conservateurs. Et leur créneau, c'est vraiment de fournir comme ça des aliments pour nos animaux de compagnie, locaux, sains. Et puis elles lancent en fait leur projet sur la plateforme maintenant. Elles sont à 65% du taux de collecte. Il leur reste encore 3 semaines, donc c'est très très bien. Le projet marche très très bien. Mais voilà, si vous voulez encore attraper des contreparties fort sympathiques, n'hésitez pas à aller voir ce projet sur la plateforme. Donc voilà, ça se trouve, on sera peut-être à 100% avant la fin de cette émission. On peut l'espérer, on peut leur souhaiter. Mais c'est un chouette, très très chouette projet qui mérite d'aller être étudié. On pourrait trouver ça un peu amusant, mais dans la réalité, ça fait travailler aussi des Genevois, des Genevoises, et ça fait la part belle en partie à des produits locaux. Donc c'est aussi ça, hein, cet intérêt de faire quelque chose pour la planète dont vous parliez tout à l'heure. Alors, de la part des projets, en tout cas, oui. Et alors, ce qui est intéressant via cette plateforme, c'est qu'en fait, nous, en tant que consommateurs alpha, quelque part, on a le moyen d'agir concrètement sur l'environnement. Je peux décider de soutenir un projet sur Impact qui aura un impact local dans Genève que je peux identifier. C'est pas, entre guillemets, un fond vert dans lequel je vais pouvoir investir. C'est un projet très local que j'identifie et je dis, là, je soutiens ce projet. Et il y a aussi un autre élément assez intéressant qu'on n'avait pas du tout imaginé quand on a lancé la plateforme,
c'est qu'en fait, vu qu'on n'a que des projets qui soutiennent la transition écologique genevoise, en fait, ils ont tous un ADN un peu commun. Et quelque part, il y a des synergies qui se forment via Impact. C'est-à-dire que comme des projets qui arrivent et nous, on les voit, on a une cartographie de tout ce qui s'est fait, on les met en lien. Et il y a, par exemple, il y avait un porteur de projet qui voulait faire des habits éco-responsables à partir de bouteilles de PET recyclées. Et il voulait aussi que l'envoi postal soit éco-responsable. Il voulait aller au bout de la démarche. Il disait quelque part, si je mets ça dans un carton, le carton va partir au papier, c'est un peu dommage. Donc il voulait un emballage qu'on puisse réemployer. Et on l'a mis en contact avec une autre start-up qui faisait justement de l'upcycling. Donc ils ont construit une petite pochette à partir de vieilles bâches recyclées. Et en fait, on envoie le colis dans la pochette, le client le prend, remet la pochette à la poste, ça repart à l'expéditeur et ça fait le tour. Et on les a mis en contact, il y a eu cette synergie et maintenant, voilà, ils sont en train de construire leur business. Donc, Un vrai laboratoire pour les créations de demain, en tous les cas, pour des projets sympathiques comme celui dont vous nous avez parlé, dont vous nous avez parlé, à retrouver bien sûr pour toutes ces infos sij-impact.ch, donc le site pour aller découvrir cette plateforme de financement participatif. Merci beaucoup Jean-Marc Zragen. merci à vous. On va se retrouver dans quelques instants avec la suite de cette émission. Tout autre sujet, on va parler de hockey, du GSHC, avec notamment cette belle rencontre Champions Hockey League. Ce sera dans quelques instants avec le chef de presse du GSHC qui va venir nous rejoindre, Isabelle Dupont-Zampérini. On se retrouve tout de suite. Agissons pour demain, le magazine du développement durable de Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Et de retour dans cette émission, Agissons pour demain avec SIG. On va parler de tout à fait autre chose à présent, après avoir évoqué notamment l'énergie solaire, le photovoltaïque, après avoir parlé de la plateforme Impact SIG et du financement participatif. Eh bien, on va parler de sport, une fois n'est pas coutume dans cette émission, Isabelle, et on va s'intéresser notamment à ce club que nous avons en commun, que ce soit SIG ou Radio Lac. Nous sommes supporters évidemment du GSHC avec une belle finale qui aura lieu ce mardi du côté des Vernets, la Champions Hockey League. Il y a d'ailleurs des invitations à gagner pour aller encourager le GSHC face aux Suédois, à gagner grâce à une question plutôt simple si vous avez écouté cette émission. Combien de gigawattheures le canton de Genève va produire à l'horizon 2030 ? On vous donne 3 propositions, à vous de choisir. 150, 250 ou 350. Répondez dès maintenant sur WhatsApp 079 91 8 3000. Isabelle, on va recevoir Jeff Scarantino, le chef de presse du Genève Servette. Bonjour Jeff. Bonjour à vous. Vous êtes donc le chef de presse du Genève Servette Hockey Club et SIG partenaire du GSHC depuis 21 ans maintenant. Alors la finale de Champions Hockey League, c'est difficile à dire, hein. C'est dans 4 jours, c'est mardi. Est-ce que la tension est la même que lors du 7e match quand Genève Servette a remporté le titre ? C'est un peu différent parce que c'est vrai que si on prend une échelle tout simplement, on peut penser que le championnat est peut-être un peu plus important, mais on a quand même la chance de pouvoir disputer une finale européenne, de pouvoir mettre la marque Genève Servette sur le toit de l'Europe. Je pense que c'est quelque chose de très bien pour les fans genevois, pour tous les Genevois tout simplement, pour toutes les personnes qui font aussi ce club, qui ont fait ce club. Donc non, l'attention elle est quand même là parce qu'on va jouer une finale contre aussi un adversaire qui est très très fort. On parle de Skellefteå qui est une équipe phare du championnat suédois. Et donc voilà, on essaie de contrebalancer avec toute cette excitation qu'on a pour ce match mardi, mais aussi il faut qu'on en garde un petit peu pour le reste du championnat et puis pour les autres matchs qu'on a entre-temps. Alors, vous allez me corriger, mais c'est historique. C'est la première fois qu'un club suisse atteint une finale de Champions League. Alors, oui, dans le format actuel de la CHL, de la Champions Hockey League, un format qui existe depuis 2014, mais sinon il y a les ZSC Lions qui ont eux remporté le dernier, qui sont le premier dernier Suisse à avoir remporté une compétition européenne, c'était en 2009, mais c'était un tout autre format, une toute autre compétition. Donc depuis que cette compétition existe depuis 2014, oui, on est la première équipe à atteindre ce stade, donc on en est très fiers. D'ailleurs, on le voit en général, il y a toujours un peu de rivalité avec les autres clubs pendant le championnat, même si on s'entend tous très bien, on va dire dans le management des équipes. Là, quand on s'est qualifié pour les finales, on a reçu quand même pas mal de messages et d'encouragement des autres équipes. Donc, c'est bien pour le Genève Servette, mais c'est aussi très bien pour le hockey suisse. Alors, bon,
historique aussi le titre que Genève Servette a obtenu. Cette année en championnat, c'est un peu difficile. Est-ce que l'investissement des joueurs dans cette Champions League freine un peu vos résultats au niveau du championnat ? Je sais pas, c'est quand même assez difficile à dire. Alors c'est sûr que là, en arrivant en finale, au final, on aura joué, on va jouer 13 matchs de plus que les autres équipes de National League. Ça fait quasiment un quart de saison en plus, avec les déplacements qu'il y a. C'est pas à se déplacer à Lausanne. Là, on parle de déplacements au fin fond de la Suède, au fin fond de la Finlande. Donc c'est clair que ça génère énormément de fatigue. Après, on ne veut pas prendre ça comme excuse. Et c'est vrai qu'en étant champion l'année passée, on a eu beaucoup de peine à redescendre un petit peu sur terre, à se relancer, à comprendre aussi tous les sacrifices qu'on a fait la saison dernière pour arriver justement à soulever ce trophée. Et donc, du coup, ça a mis un peu de temps à se mettre en marche. On a eu aussi quelques blessures. Et on ajoute un petit peu la fatigue de la CHL. C'est ce qui explique un petit peu notre saison un peu en dents de scie. Malgré ça, on est toujours en lice pour pouvoir se qualifier pour les playoffs directement. On est à quelques points de la 6e place qui est détenue actuellement par Lugano. Donc, on va tout donner cette fin de saison pour se qualifier pour les playoffs directement. Et si on n'y arrive pas, on passera par les play-in. Et puis, mais voilà, notre but, c'est quand même de faire les playoffs et puis de défendre notre titre, ça c'est sûr. Les billets pour cette finale, pour cette rencontre, se sont vendus en seulement 3 minutes. La question qu'on peut se poser, c'est combien de fois par jour votre téléphone sonne, Jeff Scarantino, peut-être des gens à la recherche de billets. Est-ce qu'il y a encore des possibilités ? Là, actuellement, il n'y a plus de possibilités. Tous les billets ont été vendus, donc il n'en existe plus, à part les billets que vous faites gagner là aujourd'hui. Donc non, mais sinon, oui, effectivement, mon téléphone, j'ai jamais eu l'impression d'avoir autant d'amis qu'actuellement. Ah, Jeff, est-ce que tu n'as pas quelques billets, tu n'as pas une solution avec des personnes que je n'ai pas vues depuis plusieurs années. Donc c'est assez marrant, mais donc voilà, mais oui, les billets sont partis très vite. 1 minute 56 exactement. Donc, écoutez, on avait fait 91 secondes pour l'acte 7, donc c'est quoi ? C'est 25 secondes de plus pour cette finale, donc ça montre aussi l'engouement des Genevois. Écoutez votre répondeur, il y a plusieurs messages d'Isabelle justement qui demandent s'il reste encore quelques billets. Mais bon, il y a une fan zone pour celles qui n'ont pas eu la chance d'avoir de billets. Déjà, le dernier match pour le titre de champion, c'était incroyable, cette fan zone, une ambiance absolument phénoménale. Vous remettez en place une fan zone au Vernet. Ouais, on a vraiment de la chance d'avoir de très bonnes relations avec que ce soit la ville de Genève ou le canton de Genève. Donc, quand on a su que la finale allait se jouer à Genève, on avait déjà un petit peu organisé pour pouvoir réserver justement l'espace, commencer à demander les autorisations pour éventuellement faire une fan zone. Et puis, on s'est dit quand même qu'on allait un petit peu jauger avec la hype que cette finale allait générer. Parce que c'est vrai que pendant tout le tour préliminaire et puis les qualifications jusqu'en finale, la patinoire n'était pas pleine. Mais après, c'est vrai qu'on a vu justement l'engouement énorme. Donc en quelques jours, on a pu justement confirmer cette fan zone. Donc on se réjouit en tout cas de pouvoir revivre de grandes émotions comme on avait pu les vivre le 27 avril dernier. On ne sait pas exactement combien de personnes vont venir à cette fan zone, mais toutes les infrastructures qu'on avait mis en place pour l'acte 7 de la finale de National League sera à peu près les mêmes justement, sauf que là on rajoute une grande tente de 30 mètres par 30 mètres au cas où il y a quelques intempéries quand même, parce que entre fin avril et mi-février, forcément c'est pas la même température. Donc voilà, on se réjouit en tout cas de recevoir tous les Genevois et Genevoises qui malheureusement n'ont pas réussi à avoir de billets, et si on arrive à remporter ce titre, on pourra faire la fête avec eux. Puis en attendant, c'est rendez-vous ce soir au Vernet, vous recevez Davos, ouais, ça va être un très gros match parce que Davos, ils ont le même nombre de points que nous au championnat. Eux aussi, ils essayent ils sont en lutte pour cette 6e place. Donc l'équipe qui va gagner ce soir va prendre un petit ascendant sur justement ce concurrent direct et surtout se rapprocher de Lugano parce que et Davos et Genève Servette ont des matchs en moins que les Tessinois qui sont 6e. Donc très gros match. Et d'ailleurs, on sent que les Genevois ont compris que cette fin de saison, ça va être important. On est quasiment à guichet fermé ce soir, alors que normalement Davos, c'est pas une équipe qui fait déplacer les foules au Vernet. Donc non, ça va être un gros match, une grosse ambiance. En plus, on a un match à thème autour du Carnaval de Rio. Donc je pense qu'au-delà de simplement l'enjeu et puis le spectacle sur glace, il y aura aussi beaucoup de spectacles dans les travées des Vernets. Une chouette ambiance à retrouver donc ce soir du côté des Vernets et mardi, bien sûr, pour cette finale à suivre en direct avec les commentaires de Sébastien Tellez sur Radio Lac. Merci beaucoup, Jeff Scarantino. Et merci à vous. Chef de presse du GSHC. Isabelle, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite et fin de cette émission avec l'agenda SIG dans quelques secondes. Agissons pour demain sur Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables.
Agissons pour demain, votre émission suite et fin de cette émission de février que vous pouvez retrouver bien sûr en podcast sur radiolac.ch. Isabelle Dupont-Zampérini, avant de se quitter, quelques mots sur l'agenda, les événements et si j'ai à retrouver un agenda plutôt sportif, si j'ai bien compris. Oui, parce que les travaux à Quartier Libre, le lieu d'exposition, continuent. Ils devraient être terminés à Pâques. Et on vous proposera au mois d'avril une exposition plutôt sympa, je ne vous en dis pas plus. Sinon, le 24 et 25 février, au Bout du Monde, au Centre sportif du Bout du Monde, ce sera la 10e édition de la CSI Talent Cup. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, Isabelle ? C'est un tournoi international de football en salle pour les moins de 11 ans. Et c'est un événement qui est soutenu par SIG via son comité de soutien, qui soutient 250 manifestations chaque année à Genève. Et puis, on va rester dans le sport. Ce soir, au Vernet, Genève Servette reçoit Davos. Ouais. Dimanche, à la Praille, Servette reçoit Lugano. Et puis, mardi, la Champions Hockey League dont on a parlé il y a quelques instants avec Jeff Scarantino, le chef de presse du GSHC. Finale face à un club suédois dont j'ai beaucoup de mal à prononcer le nom. Donc je vais me contenter de dire face aux Suédois. Ce n'est pas mentir que de l'annoncer ainsi. Mais en tous les cas, voilà une belle rencontre. Ça se joue à guichet fermé évidemment, mais quand même possibilité de profiter d'une chouette ambiance. Oui, d'une fan zone qui sera installée. Jeff nous a dit qu'il y aura aussi une tente éventuellement si le temps est mauvais. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas eu de billet, rendez-vous à la fan zone. Voilà, ce sera directement sur le parking, voilà, devant la patinoire des Vernets. Émission, je vous le disais, retrouvée en podcast sur radiolac.ch et justement des billets, les tout derniers billets pour cette rencontre, 2 billets à gagner. On vous a posé une question depuis le début de cette émission. Combien de gigawattheures le canton de Genève compte produire en matière d'énergie solaire, photovoltaïque, oui. On ne l'a pas rappelé systématiquement, mais c'est important de le dire. Il y avait 3 propositions, 150, 250 ou 350 gigawattheures. Et la bonne réponse, Isabelle, 350 gigawattheures. Alors ça vous parle peut-être pas beaucoup, mais c'est l'équivalent de la consommation environ de 95 000 ménages genevois. Bravo à celui ou celle qui a été sélectionné et que nous allons recontacter dans quelques instants. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission d'Agissons pour demain. C'était Agissons pour demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG.